La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Une nouvelle balance des pouvoirs. Les professionnels du secteur de l'action sociale utilisent régulièrement l'expression « l'usager au centre des dispositifs » pour résumer l'esprit de la loi du 2 janvier 2002. Cette métaphore, qui ne figure pas dans le texte de loi, peut prêter à de nombreuses interprétations. Mettons-la donc de côté pour aborder ce texte de loi sous l'angle suivant. Postulons que la loi est avant tout un rééquilibrage des pouvoirs pour deux couples d'acteurs. Les travailleurs sociaux et les personnes usagères des dispositifs d'aide, et les associations gestionnaires et les autorités de tarification et de contrôle. Le texte augmente le pouvoir des personnes pour qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les professionnels. Le rapport Hamel, élaboré pendant les débats parlementaires, indique ceci. Il faut privilégier une logique d'adaptation des structures aux personnes plutôt qu'une logique d'adaptation des personnes aux structures. Cette formule sous-entend une évolution de la figure de l'usager qui, historiquement, était plutôt définie par ses manques et ses inadaptations, avec des professionnels experts chargés de définir le besoin et les actions appropriées. On passe à la figure d'un citoyen, d'abord titulaire de droits et de libertés, et il s'agit cette fois de s'adapter à ses attentes. Pour promouvoir ce rééquilibrage, la loi a prévu une batterie de mesures. Une charte déontologique qui s'impose à tous les travailleurs sociaux, appelée Charte des droits et libertés de la personne accueillie. La désignation dans chaque département d'une liste de personnes qualifiées qui ne sont autres que des médiateurs auxquels la personne peut faire appel en cas de litige ou de conflit avec des professionnels. La mise en place d'un conseil de la vie sociale dans chaque établissement, composé d'usagers, à qui on accorde le droit de donner leur avis sur le fonctionnement. Le contrat de séjour, signé entre la personne et l'établissement, il doit préciser les prestations offertes aux personnes, leurs coûts éventuels, les conditions de leur délivrance, les règles de rupture du contrat. Son contenu doit être établi au terme d'une discussion pied à pied entre la personne et les professionnels. Le choix des prestations. La personne a le droit de refuser une prestation dans la limite des mesures de protection imposées par un juge. Exemple, une famille peut refuser que son enfant bénéficie d'un suivi par un psychologue. Le livret d'accueil. Il doit être donné et commenté aux personnes à leur arrivée pour une meilleure lisibilité du fonctionnement de l'établissement. Le règlement de fonctionnement, annexé au livret d'accueil, poursuit les mêmes objectifs de transparence. Le projet d'établissement, révisé tous les 5 ans, il présente les processus de fonctionnement, la palette de services et doit être facilement compréhensible pour les personnes. Enfin, le projet personnalisé est un document où figure par écrit un recueil régulier des attentes de la personne, les constats partagés entre la personne et les professionnels, les objectifs négociés, leur évaluation. Il s'agit d'une sorte de carnet de bord personnalisé de l'évolution de la situation de la personne. En ce qui concerne le second couple d'acteurs, la loi renforce le pouvoir d'encadrement des autorités de tarification et de contrôle sur les associations. Le rapport Paul Blanc d'octobre 2001 fait état d'une forme de suspicion jetée sur l'activité des associations.
Certaines associations n'étaient pas exemptes de collusions internes conduisant à des dérives. Les graves errements peu fréquents de quelques-uns ne doivent pas masquer la qualité générale du travail d'ensemble. Comme pour l'usager, on assiste à une évolution de la figure des associations. Elles étaient historiquement des regroupements de citoyens, forces de progrès social, à l'initiative de projets sur un territoire. Elles tendent à devenir de simples opératrices de la puissance publique, chargées de mettre en place des projets décidés d'en haut. Les mécanismes suivants, mis en place par la loi du 2 janvier 2002, signent ce mouvement. Les évaluations internes et externes. Chaque établissement doit procéder à l'évaluation de ses activités en interne. Puis, il procède à une évaluation dite externe, réalisée par un cabinet de conseil habilité. Un résultat négatif de l'évaluation externe peut conduire à la fermeture d'un établissement. La création de l'ANESM, Agence nationale de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle est chargée d'élaborer, au niveau national, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui doivent guider l'action sur le terrain. La généralisation des schémas territoriaux. Les autorités de tarification et de contrôle procèdent à l'évaluation des besoins du territoire et établissent pour 5 ans les axes de projet. Les associations doivent situer leurs propres projets dans ces axes généraux. Les fenêtres de dépôt de projets. Les projets des associations doivent être déposés durant des périodes fixes, en dehors desquelles ils ne sont pas recevables. Depuis 2002, l'encadrement s'est encore resserré par la généralisation de la procédure d'appel à projet. Les autorités de tarification et de contrôle lancent des appels à projet avec des délais de réponse courts et un cahier des charges précis. Les associations qui répondent sont ainsi mises en concurrence. La loi prévoit également une procédure de fermeture des établissements en cas de dysfonctionnement. Elle précise le fonctionnement de la tarification et prévoit des modalités de financement sur 5 ans avec les CPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. La loi incite les associations à une plus forte coopération entre elles, avec des regroupements possibles via les GCSMS, groupements de coopération sociale et médico-sociale. Ces regroupements interrogent bien sûr l'indépendance politique des associations. Enfin, la loi met un terme à l'ouverture à vie des établissements et donne une limite à 15 ans. En conclusion, on peut dire qu'on assiste avec la loi du 2 janvier 2002 à un renforcement de l'usager comme individu, citoyen et titulaire de droits. Mais que d'un autre côté, on procède à une limitation de la fonction citoyenne des associations qui ne sont plus pleinement à l'initiative des projets.